Bonjour et bienvenue à ce 15e office religieux en ligne. Je m'appelle Marie-Laure, je suis ministre du culte de Scientologie, au même titre que Sana et Adélie, dont vous avez pu apprécier la présence et les sermons. Nous sommes toute une équipe de ministres et de praticiens, et maintenant que l'Église est réouverte, nous allons travailler ensemble autour de ce rendez-vous dominical. Nous serons toujours là pour vous. La vie telle que nous la connaissons reprend son cours et nous pouvons à nouveau apprécier les moments simples de notre existence, tels que aller au cinéma, boire un café, se balader entre amis. Il se trouve que le plaisir n'est parfois pas aussi simple à atteindre et que de nombreuses options, bonnes ou mauvaises, se présentent à nous ou à notre entourage. Le sermon de cet office vous aidera à éviter, au moins, certains mauvais choix. Bien. Avant de vous lire le credo de l'Église de Scientologie, nous allons tout d'abord nous remémorer ce qu'est un credo. Un credo est un texte exprimant de façon concise les croyances fondamentales d'une religion. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Le texte qui suit s'appelle « L'intégrité personnelle » de M. L. Ron Hubbard. Il vous est lu pour vous encourager à utiliser votre observation lorsque vous recevez de nouvelles informations. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent. Mais certainement
en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage, pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée, et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Passons maintenant au sermon de cet office. Il s'intitule « Les drogues et leurs effets sur le mental ». Les drogues sont essentiellement des poisons. L'effet qu'elles provoquent est déterminé par la quantité absorbée. Une petite quantité agit comme un stimulant. Une quantité plus importante agit comme un sédatif. Une quantité encore plus grande agit comme un poison et peut tuer. Ceci est vrai de n'importe quelle drogue. Les quantités varient simplement selon les drogues. Le café je vais répéter cette phrase. Le café en est un exemple, car la caféine est une drogue. Une centaine de tasses de café tuerait probablement une personne. 10 tasses l'endormiraient probablement. 2 ou 3 tasses stimulent. Il s'agit là d'une drogue très courante. Elle n'est pas très nocive car il faut l'absorber en grande quantité pour qu'elle produise un effet. Elle est par conséquent connue comme stimulant. L'arsenic est connu comme un poison. Bien qu'une très faible quantité d'arsenic agisse comme un stimulant, une dose plus importante fait dormir et quelques grains peuvent tuer. Mais il existe de nombreuses drogues qui comportent un autre risque. Elles affectent directement le mental. Pour avoir une bonne compréhension des effets mentaux des drogues, il importe de savoir ce qu'est le mental. Le mental n'est pas un cerveau. Il s'agit de l'accumulation des enregistrements des pensées, conclusions, décisions, observations et perceptions d'une personne tout au long de son existence. En scientologie, nous avons découvert que le mental est un système de communication et de contrôle entre un tétan et son environnement. Nous entendons par tétan la personne elle-même, l'être spirituel, non pas son corps ou son nom, l'univers physique, son mental ou quoi que ce soit d'autre. La partie la plus apparente du mental peut être reconnue par toute personne qui n'est pas trop en mauvaise condition. Il s'agit de l'image mentale. Différents phénomènes se rattachent à cette entité appelée le mental. Certaines personnes, lorsqu'elles ferment les yeux, ne voient que du noir, alors que d'autres voient des images. Par le système de communication appelé mental, le tétan reçoit différentes impressions, parmi lesquelles des vues directes de l'univers physique. De plus, il reçoit des impressions de ses activités passées et, chose plus importante, conçoit lui-même à propos du passé et du futur des pensées indépendantes des stimuli du présent immédiat. Une personne qui a pris des drogues, en plus des facteurs physiques impliqués, conserve des images mentales de ces drogues et de leurs effets. Les images mentales sont des images en couleur et en 3 dimensions avec les sons, les odeurs et toutes les autres perceptions, plus les conclusions ou les spéculations de l'individu. Il s'agit de copies mentales des perceptions qu'une personne a eues à un moment du passé, mais qui, enregistrées dans les moments d'inconscience ou de conscience amoindrie, existent en dessous de son niveau de conscience. Une personne qui a pris du LSD par exemple, conserverait dans son mental des images complètes de cette expérience, avec des enregistrements visuels, des sensations physiques, des odeurs, des sons, etc., qui se sont produits lorsqu'elles étaient sous l'influence du LSD. Supposons par exemple qu'un individu ait pris du LSD un jour à une fête foraine avec quelques amis,
et qu'il ait expérimenté des sensations de nausée et de vertige, une dispute avec un ami, une émotion de tristesse, puis, plus tard, une sensation de grande fatigue. Il aurait des images mentales de la totalité de cet incident. Si plus tard, l'environnement de cette personne contient assez d'éléments similaires à ceux de cet incident du passé, il pourra expérimenter une réactivation de cet incident. Il pourra ressentir des nausées, des vertiges, de la tristesse et une grande fatigue. Tout cela sans raison apparente. Ce mécanisme a pour nom restimulation. Il s'agit de la réactivation d'un souvenir du passé dû à la similarité entre les circonstances présentes et les circonstances de cet incident du passé. De telles images mentales peuvent aussi être réactivées par des résidus de drogue, car la présence de ces drogues dans les tissus du corps peut simuler les expériences de drogue passées. En reprenant l'exemple ci-dessus de la personne qui a pris du LSD, quelque temps plus tard, peut-être après plusieurs années, les résidus de la drogue qui se trouvent encore dans son corps pourront provoquer une restimulation de cet incident de LSD. Les images mentales seront alors réactivées et il expérimentera les mêmes sensations de nausée, de vertige et de fatigue et se sentira triste. Il ne saura pas pourquoi. Il peut aussi percevoir les images mentales de personnes avec qui il se trouvait, avec la vue, les sons et les odeurs inclus. Voici donc les effets provoqués sur le mental d'une personne qui a pris des drogues dans le passé. Une utilisation courante de drogue provoquera sur le mental un effet similaire et plus immédiat. Lorsqu'une personne prend une telle drogue, telle que la marijuana, le peyote, l'opium, la morphine ou l'héroïne, les images mentales peuvent s'activer ou être restimulées en dessous de son niveau de conscience éveillé. Et cela peut la conduire à percevoir les choses différemment de ce qu'elles sont en réalité. Ainsi, bien qu'il soit ici devant vos yeux, apparemment dans la même pièce que vous, et en train de faire les mêmes choses, le drogué est en réalité partiellement dans le présent et partiellement dans des incidents du passé. Il semble être là, mais en réalité, il ne suit pas totalement ce qui se passe dans le temps présent. Les événements perçus par un observateur rationnel ne seront pas perçus par lui. Il ne comprend donc pas ses interlocuteurs. Je vais vous répéter cette phrase. Il ne comprend donc pas ses interlocuteurs, mais essaie de faire correspondre leurs affirmations à sa réalité composite, c'est-à-dire sa réalité composée de différents éléments. Pour pouvoir opérer cette correspondance, il doit les altérer. Un drogué pourra par exemple être sûr qu'il est en train d'aider quelqu'un à réparer un plancher, alors qu'en fait, il est en train d'empêcher le nettoyage. Ainsi, lorsqu'il aide quelqu'un à nettoyer le plancher, il introduit en fait de la confusion de cette activité. Puisque lui est en train de réparer le plancher, il interprète la requête « passe-moi le balai » par « donne-moi le manteau ». Comme un manche à balai est plus long qu'un manche de manteau, le seau sera renversé. Cela peut être très léger. La personne peut ne faire que des erreurs occasionnelles. Cela peut aller jusqu'à la folie complète où sa réalité apparente est complètement différente de celle des autres individus. Et tous les niveaux intermédiaires sont possibles. Le problème n'est pas qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe, c'est qu'elle perçoit autre chose que la suite des événements du présent. Par conséquent, les autres lui paraissent stupides, déraisonnables ou fous. Comme leurs actions et leurs ordres ne correspondent pas à ce qu'elle voit distinctement, ils ne sont pas raisonnables. Exemple,
Un groupe déplace des meubles. Pour tout le monde, excepté une personne, il déplace des meubles simplement. Je vais répéter cette phrase. Pour tout le monde, excepté une personne, il déplace simplement des meubles. Cette personne s'imagine en train de transporter des formes géométriques dans un nuage. Par conséquent, elle fera des erreurs. Comme les autres ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de cet individu, mais qu'ils ne voient qu'un autre individu comme eux, comme les autres ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur de cet individu, mais qu'ils ne voient qu'une autre personne comme eux, ils ne comprennent pas pourquoi ils sèment une telle pagaille. Des personnes telles que les drogués ou les fous sont ainsi légèrement ou totalement sur une piste de temps apparemment différente des événements du temps présent. Une personne peut prendre une drogue pour s'évader d'un temps présent insupportable ou devenir complètement inconsciente. Certaines personnes ne retournent ensuite plus totalement dans le temps présent. Un tétan peut aussi échapper à un temps présent insupportable en sautant dans le passé, même sans drogue. À un degré plus ou moins grand, le drogué, aussi bien que le fou, n'ont pas regagné le temps présent. Ils pensent donc qu'ils se trouvent sur une piste de temps différente de celle sur laquelle ils sont. Il s'agit là des effets sous-jacents au comportement humain bizarre. Comme les événements qui se produisent d'après les perceptions et la réalité subjective d'une telle personne diffèrent à un degré plus ou moins élevé de la réalité objective des autres, une telle personne dérange son environnement et empêche le fonctionnement correct de tout groupe, de la famille à l'entreprise et à la nation. Nous avons tous connu de telles personnes, donc cela n'est pas rare dans la civilisation actuelle. La remarque soudaine, qui n'a aucun sens, totalement en dehors du contexte de la conversation, le regard vide suite à un ordre ou une remarque. Derrière tout cela se cache un monde totalement imaginaire qui est bousculé lorsque nous essayons d'accomplir quelque chose dans le temps présent. Les répercussions des drogues vont donc bien au-delà de leur effet immédiat. Leur influence s'étend souvent à de nombreuses personnes autres que l'usager. Les conséquences peuvent être dramatiques. Et ceci ne s'applique pas seulement aux drogues illégales de la rue, mais aussi aux drogues médicales supposées aider les gens. Les drogues bloquent des sensations non désirées, mais il existe également de nombreuses sensations désirables, et les drogues bloquent toutes les sensations. La seule défense en faveur des drogues est qu'elle amène un oubli bref et immédiat en cas de douleur extrême et subite, et permettent ainsi de s'occuper d'une personne pour la rafistoler. Mais même ceci ne s'applique qu'aux personnes qui n'ont pas d'autre moyen de soulager leur douleur. La dextérité, la compétence et la vivacité sont les principales aptitudes qui permettront de ne pas se placer dans des situations douloureuses. Toutes ces aptitudes s'évanouissent avec les drogues. Les drogues peuvent ainsi mettre une personne dans des situations réellement désastreuses et l'y maintenir. On a le choix entre la mort avec les drogues et la vie sans les drogues. Les drogues soustraient de la vie les sensations et les joies qui constituent de toute façon les seules raisons de vivre. La toxicomanie est un problème très grave dans la société aujourd'hui. Toutefois, en scientologie, nous avons la technologie pour soustraire les gens de l'emprise des drogues et leur permettre ainsi de parvenir à la liberté. La procédure de purification libère une personne des effets néfastes des résidus de drogue et autres toxines, dégageant la voie vers de véritables bénéfices pour l'être spirituel. L'audition de la procédure de scientologie sur les drogues remédie aux effets spirituels des drogues et libère une personne du besoin d'en prendre
parce qu'elle s'adresse aux facteurs spirituels et mentaux qui font qu'une personne a commencé à prendre des drogues. Les solutions sont là. Alors, aidez la société à se débarrasser de ce fléau. Cela changera les choses. Merci de votre attention. Terminons cet office par la prière. Si vous recherchez la liberté spirituelle et si vous voulez connaître en plus, je vous redonne ça. Si vous recherchez la liberté spirituelle et que vous voulez connaître plus sur vous-même et votre entourage, alors, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau ou votre race, cette prière vous concerne et je la lirai à votre attention. La prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qui est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous voici à la fin de l'office de ce dimanche. Si le sermon d'aujourd'hui ne peut sauver ne serait-ce qu'une seule personne des drogues, alors j'aurai accompli quelque chose. Ces données sont si précieuses qu'il nous faut la diffuser largement. L'Église de Scientologie parraine de nombreuses associations humanitaires. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour combattre les fléaux de l'humanité, toute aide est la bienvenue. Vous pouvez contacter directement les organisateurs de cet office et ils vous dirigeront vers ces associations. Je vous remercie profondément de m'avoir accompagné durant cet office religieux pour la francophonie. J'ai été honorée de remplir cette mission avec vous. Je vous donne rendez-vous au prochain office qui aura lieu dimanche 12 juillet à 11 h. Nous serons là. Recevez toute mon amitié. Bon dimanche à vous!